Aimerais-tu sortir ton propre livre si tu n'avais pas la moindre ligne à rédiger pour y parvenir? Si la réponse est oui, et même si la réponse est non d'ailleurs, cette interview va te plaire car c'est exactement ce que notre invité Olivier Ranocha peut faire pour toi. Alors voici ce que tu vas découvrir dans cet épisode. Les 3 piliers VAN indispensables pour un entrepreneur. Qu'est-ce qui change dans sa vie quand on a son propre livre? Comment être connu pour qui on est plutôt que ce que l'on fait? Quels sont les avantages de déléguer la rédaction de son propre livre? Quelle est la place du storytelling quand on écrit sa propre œuvre? Et nous conclurons avec le portrait chinois de la semaine, bien évidemment. Découvrons tout de suite notre compatriote belge, Olivier Ranocha. Bonne écoute. Bonne écoute. Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes. Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus. Je suis Christopher Cerceau. Et bienvenue dans 1, 2, 3 Business. Les amis, avant Allez, qu'on démarre bien. cette interview pour de bon avec les questions que vous attendez tous autour de la publication, du livre, du copywriting, j'ai une question bien spécifique pour Olivier. Olivier, quel goût a ce cigare? Alors là, on est sur un Zino, donc Nicaragua. Alors en cette période post-Covid, pas trop le choix puisque les cigares cubains sont plus trop disponibles pour l'instant, mais assez terreux. Assez terreux, c'est un des termes qu'on utilise pour les cigares, mais assez terreux, assez fort pour un début d'après-midi, mais très agréable. On profite encore qu'il ne fasse pas trop mauvais en Belgique pour encore fumer son petit cigare tranquille en terrasse pendant une chouette interview, donc c'est top. Bah là, on te parle avec Christopher des Hauts-de-France, donc on n'est vraiment pas loin de la Belgique et on connaît cette grisaille, on a la même Voilà. ici. Donc Eh oui. voilà. Bon, ben voilà. Bon, on a eu du soleil tout plein cette année, donc c'est magnifique. On va pas se C'est les plaindre. Français du Sud qui venaient dans le Nord, c'était pour la fraîcheur, c'est bien. Génial. Comment est-ce que tu as l'habitude de te présenter, Olivier? Oh, ben, je suis pas habitué à me présenter. Donc, non, comment j'ai l'habitude de me présenter d'un point de vue professionnel, hein, je me présente simplement. Donc, je suis entrepreneur. Actuellement, je suis le CEO d'Impact Communication, qui est une agence digitale qui est vraiment spécialisée sur les 3 piliers qui, pour nous, sont fondamentaux pour les entrepreneurs, la visibilité, l'autorité et la notoriété. Et puis avec effectivement une spécialité, une spécificité, c'est que en dehors des aspects marketing et copywriting dont on parlera peut-être, on offre la possibilité aux entrepreneurs qui le désirent de devenir auteurs en 4 mois sans avoir à écrire une seule ligne de texte. Voilà. Ça, c'est une Ça, promesse c'est un peu aguicheuse. notre cheval. Ah, c'est gentil. Ouais, mais alors, dehors d'être aguicheux, c'est surtout une promesse qui est ultra excitante parce que vraiment, c'est notre fer de lance. C'est vraiment des projets qui nous passionnent. Et c'est vraiment ça qu'on développe actuellement le maximum. Ok. Tu parlais de... Donc ton agence, c'est visibilité, autorité, et c'est quoi le troisième? Notoriété? Notoriété? Notoriété. Euh, Notoriété, ok, oui. ok, super. C'est vrai que rien que la visibilité pour commencer, avec les algorithmes des différents réseaux sociaux, on n'a pas le contrôle en fait sur cette visibilité. On a l'impression que on peut faire la même chose que son voisin ou poster exactement la même vidéo au même moment et l'un va avoir 100 vues et l'autre va avoir 10 000 vues. Concrètement, est-ce que tu as des conseils tout simples pour quelqu'un qui a envie d'augmenter sa visibilité? Alors, nous, c'est vrai qu'on voit, alors c'est très pertinent comme retour, et c'est d'ailleurs pour ça, nous, qu'on veut travailler sur la visibilité en prenant un peu le contre-pli de ce côté algorithmique enfin, et tout le bordel qui va autour, parce que c'est vrai que, alors oui, même si forcément il y a des choses qui peuvent être faites pour aller brosser, on va dire, les algorithmes dans le sens du poil, même si on sait forcément qu'il y a des bonnes pratiques et des choses qu'il ne faut pas faire, il reste quand même toujours un côté
non contrôlable dans ça. Nous, en fait, quand on parle de visibilité, c'est plutôt vraiment dans l'idée de, j'ai envie de dire, back to basics. En gros, c'est de se dire, euh, même avant que les réseaux sociaux existent, comment un entrepreneur qui démarrait, qui avait envie de faire du business, qui avait une idée, qui avait des compétences, qui voulait les mettre au service d'autres personnes, la façon la plus simple de démarrer son activité, de se rendre visible, donc d'être vu, reconnu, de déclencher des conversations et puis de déclencher des ventes. Et là, l'axe visibilité, nous, on va plutôt revenir vraiment sur ces éléments-là. Alors après, bien entendu, certaines personnes vont vouloir plutôt axer ça sur Facebook, d'autres Instagram, d'autres LinkedIn, d'autres envoyer un pigeon voyageur, j'en sais rien. Mais l'idée, en fait, c'est que peu importe l'outil qu'on va utiliser, les bases de ce qui peut nous rendre visibles et nous permettre de faire démarrer notre business et d'atteindre, entre guillemets, un premier palier. Bon, je ne vais pas citer les chiffres parce que les paliers peuvent dépendre d'une personne à l'autre. Certains, ça va être 5 000, d'autres, ça va être 10 000, peu importe. Les bases, en fait, sont toujours les mêmes. Et en fait, pour faire une longue histoire, mais très courte, mais en fait, ces bases, c'est simplement, moi, à un moment donné, en méditant, on va dire, sur moi-même et en me rendant compte que depuis 2007-2008, où j'ai commencé à être indépendant, jusqu'à ici 2022, quand on a lancé notre dernier projet, qui était vraiment cette partie livre, j'ai toujours utilisé, d'une manière différente, mais j'ai toujours utilisé les mêmes leviers, les mêmes principes minimalistes pour aller chercher ses premiers clients, généralement sans dépenser de publicité, sans être connu à la base, sans avoir d'autres leviers que simplement mon envie de réussir, quoi. Et un peu tout ça qu'on a, on va dire, assemblé dans une certaine recette pour permettre aux personnes voilà, d'appliquer ça dans leur business, dans leur activité. Donc C'est ça, on long parlait quand même. du pilier visibilité. Être visible, c'est une bonne chose, surtout si c'est auprès de la bonne audience. Encore faut-il être pertinent Ouais. à leurs yeux, d'où l'autorité. Et quelle différence tu fais entre les trois, entre visibilité, notoriété, enfin, entre visibilité, autorité et notoriété, mais Oui. surtout entre visibilité et notoriété. C'est quoi la nuance? Alors, je pense que c'est effectivement des piliers qui sont, encore une fois, tous les trois importants, mais pas forcément au même moment pour un entrepreneur, pas, on va dire, aller dans son cycle de vie d'entrepreneur. La notoriété, euh, c'est quelque chose qui peut effectivement venir après. C'est un peu, euh, j'appelle ça parfois l'effet qu'en restera-t-il. C'est quand on en arrive à un moment dans son business, et ça peut arriver très vite. Hein. J'ai des personnes, parce que, voilà, spoiler alerte, souvent le pilier notoriété, nous on le travaille justement grâce à l'offre livre. J'ai des personnes qui ont décidé de travailler sur ce pilier de notoriété. Ça fait 1 an et demi qu'ils ont lancé leur business. Mais ils ont connu une croissance telle qu'aujourd'hui, ils ont assez vite arrivé à cette idée, mais OK, mais quand restera-t-il? Quand je dis quand restera-t-il, c'est OK, si j'enlève la couche business, si j'enlève la couche ouais, commerciale, vente, ce qu'on produit, c'est qu'est-ce qui restera de moi en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qui restera de ma méthode, de ce que j'ai proposé, de l'impact que j'ai eu ou que je veux encore avoir sur le monde. Et la notoriété, pour moi, c'est ça. C'est bien entendu qu'elle doit servir et desservir le business, l'activité, le chiffre d'affaires, et bien entendu et évidemment qu'elle le fait. Mais elle doit aussi servir autre chose. Elle doit servir une cause, entre guillemets, un mouvement que l'on veut lancer. L'idée que moi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je veux impacter encore beaucoup plus de monde, je veux aller chercher des gens qui peut-être m'auraient jamais connu de façon différente. Et cette notoriété, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est ce qui va peut-être faire aussi un entrepreneur, un leader, va le faire devenir conférencier, va, va faire en sorte qu'il soit reconnu pour lui et pas uniquement peut-être pour ce qu'il fait ou pour ses produits ou ses formations ou ses accompagnements, etc. etc. Et, euh, et c'est ça, en fait, pour moi, bosser sur la notoriété. Et puis, forcément, ça découle sur. Ouais, Il c'est y une a carte de beaucoup de visite en choses qui fait. vont découler de ça. C'est le Ah nouveau oui, après, CV. c'est. Enfin, voilà, on, comment dire,
il y a beaucoup de cas comme ça où des entreprises bénéficient quelque part de la notoriété, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne, mais de la notoriété de leurs dirigeants, de leurs leaders finalement. Et entre guillemets, si on prenait la même entreprise, on prend Apple s'il n'y avait pas eu Steve Jobs. Est-ce que ce serait Apple aujourd'hui si Steve Jobs n'avait jamais existé? Bah, voilà, ça n'aurait peut-être pas été pareil. Tesla existait avant Elon Musk, mais c'est Elon Musk quand même et tout ce qu'il véhicule qui fait que Tesla en partie est devenu ce qu'est Tesla aujourd'hui. Et donc sans devoir aller dans de tels niveaux, ben oui, développer sa notoriété d'entrepreneur, son image personnelle, son influence, ça peut avoir des répercussions après positives sur notre entreprise. Je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. En tout cas, je ne sais pas si c'est celui qui va le plus parler à notre audience, je pense, mais moi, c'est celui qui m'intéresse le plus parce que euh, proposer un livre quand on est entrepreneur, on a souvent l'image de ça, que c'est un peu sacré et que c'est une étape qui est loin sur le Oui. chemin. Et toi, tu arrives dans une optique, alors tu vas nous le dire, je ne sais pas si c'est démocratiser le fait que les entrepreneurs puissent proposer leurs livres, mais voilà, c'est ça ma question en fait. C'est quoi l'utilité d'un livre déjà? Alors, l'utilité d'un livre en tant qu'entrepreneur, elle est double. En tout cas, nous, dans la démarche et dans la manière dont on le propose, ça doit servir finalement deux aspects différents. Ça doit servir le business, comme j'ai dit. Donc, c'est vrai que le livre doit devenir un outil marketing et commercial de premier plan pour l'entreprise. Si on place ça d'un point de vue pratico-pratique, on pourrait se dire que le livre peut devenir un peu l'étape numéro une d'un funnel marketing. Ça peut devenir l'élément sur lequel on va rediriger toutes les personnes qui vont comme ça être attirées par le sujet du livre, par les promesses du livre. Et, euh, et une fois que la personne aura lu le bouquin, moi je dis souvent que le livre, c'est un peu un micro-ondes marketing. Parce que le gars qui prend le bouquin, qui lit la première page, peut être au départ vous pouvez être un parfait inconnu, l'entrepreneur peut être un parfait inconnu pour ce gars-là, Hmm. et à la fin du bouquin, le gars peut ressortir de là en disant waouh, Ouais. Meryl, il est génial, il Mais il est était top, je déjà le génial au connaissais début pas, du bouquin en plus, c'est il ça qui était est déjà incroyable. génial au début du bouquin, mais je ne le savais pas. Mais ce C'est vrai. bouquin m'a permis de découvrir qui il était, son parcours, ses expériences, tout ce qu'il a déjà amené, sa méthode, comment il aide les personnes, quelles sont les choses qu'il peut faire pour moi. Et ça me donne envie d'en savoir plus. Et ça me donne envie d'en savoir plus qui va permettre à ce livre de desservir l'entreprise, puisqu'après, derrière, on va forcément habilement inviter les personnes à aller plus loin, découvrir ton univers, tes programmes, tes formations, etc., etc. Donc ça, c'est un peu le premier objectif purement business et, on va dire, chiffre d'affaires. Et puis, à côté de J'ajoute ça, ben juste oui, ce avant le deuxième livre, objectif que l'avantage du livre, c'est ouais, que tu passes du temps à le lire et que tu n'es pas sur un et oui, webinaire en train d'ouvrir plein d'onglets et de faire autre chose. Là, tu es focus avec la personne. Et tout l'enjeu, c'est de maintenir le exactement. lecteur jusqu'au bout, quoi. C'est exactement. Voilà, pardon de t'avoir coupé. C'est ça. Et c'est vrai que c'est intéressant Non, non, mais tu as bien fait parce que c'est une précision qui est intéressante. Bon, voilà, on le sait toutes et tous, hein, on est dans un monde de l'immédiateté. On est dans un monde où tout doit aller très vite, où l'attention des personnes est de plus en plus réduite. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a le succès de TikTok et que d'une manière ou d'une autre, toutes les autres plateformes euh, vont imiter un peu le TikTok parce qu'on sait que voilà, il faut être très très court, très rapide. Et c'est vrai qu'à la différence, c'est qu'un livre, quand la personne fait le choix d'acheter un livre, et là on parle bien d'un livre physique, hein, papier, ils Hmm. vont devoir attendre 2, 3 jours, 4 jours pour le recevoir. Donc il y a un peu tu sais, cette Cet effet impatience qui cadeau se de crée, Noël. un peu comme quand tu as le premier rendez-vous. Que tu Et reçois dans la ouais, boîte aux ou lettres. quand tu as... Exactement, et c'est un peu cet effet de premier rendez-vous que tu attends avec une nouvelle prétendante que tu n'as encore jamais rencontrée et tu t'attends avec impatience que ce jour-là arrive. Ben voilà, il y a ce côté un peu sensuel aussi de dire le gars va recevoir son bouquin. Et puis quand il va lire le livre, contrairement à quand il va regarder une vidéo ou un webinaire, c'est vraiment un temps qu'il va choisir. Il va se donner ce temps tranquille, peut-être quand les enfants sont au lit, pour lire le bouquin, pour se plonger dedans. C'est pas pour rien, on dit on va se plonger dans un bouquin. Et ce temps qui va s'accorder à lui, eh ben, c'est là où c'est miraculeux, c'est qu'il vous l'accorde à vous aussi en tant qu'entrepreneur.
Et c'est un temps entre vous deux, quelque part. Et donc ça, c'est vrai que ça n'a pas de prix dans le sens où c'est très compliqué avec un autre média que le livre de le faire. Alors, beaucoup de gens disent, ouais, mais les gens ne lisent plus. C'est assez faux. Et d'ailleurs, je dirais que probablement que le confinement et toute la crise Covid a ravivé encore un peu plus la flamme d'ailleurs au niveau des livres. Je lisais une statistique d'ailleurs assez intéressante, c'est que pendant le confinement, un Français sur 10 s'est mis en tête de commencer à écrire son bouquin. Bon, après, la majorité ont certainement abandonné, mais c'est quand même intéressant de se dire qu'il y a un Français sur 10 qui s'est mis en tête de vouloir écrire son livre pendant cette période de confinement. Même Je depuis referme toujours, hein. la Il y a des parenthèse. études qui ont démontré Oui, bah oui, les oui, tout études, à c'est fait. même un sur 3 Français qui envisagent, alors peut-être pas au point de le faire comme dans le confinement, mais qui envisagent, qui aimeraient écrire un livre un jour. C'est quand même fou. C'est une exception Exactement. française, ça, pour le coup. Oui, et c'est vrai que voilà, il y a quelque chose aussi, ça permet de faire le lien peut-être avec le deuxième point. Il y a quelque chose aussi de très personnel. Alors certains disent qu'écrire un livre, ça peut être une forme de thérapie. Oui, non, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de très personnel dans le fait de coucher son histoire, son parcours dans un livre. Il y a quelque chose aussi qui va aider la personne à euh, peut-être être fière de se dire, ça y est, j'ai mon livre, je suis auteur. Hmm. C'est le haut de la J'ai pyramide des de personnes Maslow, là. aussi qui, ouais, moi j'ai des personnes aussi qui m'ont dit, moi Olivier, euh, la première chose que je ferai quand j'aurai ce manuscrit, ce premier bouquin imprimé dans mes mains, c'est que j'irai le glisser entre les mains de mon père pour qu'il Hmm. comprenne enfin la femme que je suis devenue. Parce que, parce que jusque-là, ben, elle dit, bah oui, bon, il comprend pas trop, ah, Internet, c'est quoi? Limite, il dit, trouve-toi un vrai métier, enfin voilà. Et je veux lui montrer l'empire que je suis en train de bâtir. Et je sais que quand je vais lui mettre ce livre entre les mains, voilà, il y aura quelque chose de tangible, de plus concret. Et donc, il y a cet ordre-là aussi dans le bouquin. Il n'y a pas que l'aspect business, il y a vraiment tous les aspects très personnels. Et c'est ça qui rend l'aventure passionnante finalement. Ça permet aussi de laisser une trace, même si voilà, on n'a pas la prétention d'en faire le futur Da Vinci Code, mais en tout cas, dans l'inconscient, je pense qu'il y a ce truc de dire bah, quand je vais disparaître, bah, les C'est ça. générations futures, que ce soit même mes enfants ou petits-enfants, tiens, qu'est-ce qu'il faisait papy dans la vie haute? Tiens, regarde ce livre et ça peut se transmettre et Regarde, perdurer Papy, la il a fait mémoire. des photos de charme et il a écrit un bouquin aussi. Il a fait... Tu montres ça aux Ouais, petits-enfants. ouais, ouais, voilà. Bon, après, ils garderont soit les photos de charme, soit le bouquin, ça dépendra de l'enfant. Mais ouais, non, mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. Et c'est tout à fait ça, et c'est ça effectivement que je résume dans ce fameux effet qu'en restera-t-il. Mais c'est ça, mais qu'est-ce qu'il restera après tout ça? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, l'entreprise que j'ai, l'activité que j'ai développée, enfin, je suis bien placé pour savoir, j'ai connu une faillite il y a quelques années, mais voilà, peut-être qu'elle ne sera plus là pour une raison X ou Y. Peut-être qu'elle aura explosé en plein vol, peut-être que j'aurais complètement changé les choses, mais la personne que je suis, elle, ben, elle est là et elle peut perdurer même après voilà, plus tard possible, hein, mais après ma mort. Et donc, c'est vrai qu'il y a vraiment cette notion aussi de dire, je laisse quelque chose qui pourra survivre après moi, après mon entreprise, après mes Tu programmes, connais cette etc., citation, etc. Olivier? Tu sais, il- on meurt deux fois. La première fois quand on est enterré et la deuxième fois, la dernière fois que quelqu'un prononce notre prénom. C'est pas dans, c'est pas Sartre qui disait ça dans le, parce que ça me fait fort penser au fameux bouquin Ouais, mais L'enfer, c'était c'est un les grand autres. déconneur, Sartre. À chaque fois qu'on allait boire un verre, il sortait citation sur citation. Il est Ah, ingérable. bah, c'est ça, quoi. Mais ouais, ouais. On lui disait Non, mais alors, JP, je sais pas calme-toi. si, alors, je sais plus si c'est Jean-Claude Van Damme ou Sartre qui a dit ça. Non, peut-être aucun des deux. Non, mais blague à part. La citation en elle-même, je la connaissais pas, mais c'est ça. En fait, moi, ça me rappelle effectivement ce fameux livre de, voilà, l'enfer, c'est les autres. Il y avait un peu cette Hmm. notion-là de dire, en fait, oui, clairement, quelque part, tant qu'on est encore dans l'esprit de quelqu'un, on n'est peut-être pas tout à fait, on n'est peut-être pas tout à fait mort. Alors, on va rentrer dans la philosophie si on part dans cette direction-là, mais il y a de ça, je pense. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que les personnes attachent
encore aujourd'hui, à l'heure du tout numérique, du tout digital, que cette notion de livre papier physique garde malgré tout encore une importance dans dans l'esprit des gens. Même sans parler de la legacy à terme, il faut voir une chose, c'est que jamais on a entendu quelqu'un proposer à son voisin ou un ami euh, en disant, tiens, regarde ce webinaire, il est génial. Tandis qu'un livre, c'est vraiment quelque chose qu'on se prête plus facilement. Culturellement, on recommande facilement un livre. Donc déjà, dès le Ouais. premier jour, il y a quelque chose de plus partageable. Oui, 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 il y a ça, on en parle à son voisin, ou on est en train de lire, et peut-être que madame est à côté, et on dit, waouh, regarde ce que je viens de lire ici, c'est génial, ou quelques jours plus tard, on va au resto avec des potes, et on dit, ah putain, je suis en train de lire un bouquin, j'ai vu ça. Enfin voilà, il y a effectivement cette notion de partage, il y a quelque chose qui reste en fait, c'est vraiment quelque chose qui reste, et un livre, après, il va traîner sur la table de nuit de la personne, ou sur son bureau, ou sur la table. Il y a, c'est vraiment un outil qui permet de rentrer dans la vie des gens. Et même si toutes les personnes, si tous les lecteurs ne deviennent pas immédiatement des clients, euh, ça permet de développer sa notoriété. Et alors après, bon, en fonction de comment, et donc là on en revient sur l'aspect très pratico-pratique et marketing, mais c'est vrai que si en plus on place ce bouquin en tout début de notre tunnel de vente, ben, le gars qui aura acheté le bouquin, même s'il ne nous achète pas tout de suite un autre programme ou une autre formation, ben, on l'aura quand même dans notre base. Euh, on aura la possibilité de rester en contact avec lui, on aura la possibilité de continuer à le nurturer, à lui insuffler finalement qui nous sommes, et petit à petit lui donner envie, pourquoi pas, d'aller plus loin avec lui. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Imaginons que, je sais pas, le livre traite d'un sujet précis sur lequel il y a, je sais pas, une dizaine de concurrents sur le même thème en France ou en francophonie. Bah là où, quand la personne va fermer son PC ou éteindre son téléphone, les concurrents sont tous out. Mais si Hmm. lui a son livre sur la table de chevet, il sera au-dessus des autres, entre Ouais. guillemets. Donc ça, c'est bien gentil. On est convaincu qu'un livre, c'est bien, mais on le savait avant d'écouter ce podcast qu'un livre, c'était chouette. Mais à quel moment est-ce que je dois écrire un livre? À quel moment est-ce que ça va valoir les centaines d'heures que je vais mettre dedans? Et à quelle taille il doit faire mon livre? Est-ce que je dois mettre toute ma vie? Est-ce que je suis pas Ouais. trop jeune pour écrire un livre? Aide-nous, Olivier. Oh là 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 là. Alors, il y a plusieurs questions dans ce que tu as dit. Et je vais. Alors, à quel moment euh, je veux dire, à partir du moment où on en ressent déjà l'envie, c'est intéressant, en tout cas, d'y réfléchir et de se dire, mais tiens, qu'est-ce que ça ferait ou qu'est-ce que ça donnerait si j'avais un livre. De façon plus pratico-pratique, moi, souvent, quand même, ce que je dis aux personnes, c'est euh, attendez, surtout si c'est un livre d'entrepreneur, attendez quand même d'avoir des retours. Si vous venez de lancer votre activité il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois, que c'est encore tout frais, que vous êtes encore en train de chipoter à tous les curseurs pour voir finalement l'offre qui fonctionne le mieux, etc., c'est peut-être pas le bon moment pour lancer un bouquin parce qu'il risquerait d'être trop plat, entre guillemets. Maintenant, voilà, la plus jeune entrepreneur, entre guillemets, qui a signé avec nous pour son livre, je pense que son activité, elle a démarré il y a un an et demi. Donc c'est récent. Mais elle a tellement vécu d'expériences et de choses durant cette année et demie, qu'il y a vraiment beaucoup de matière. Quand est-ce que ça vaut la peine de mettre des centaines d'heures? Alors là, après, c'est là où aussi je fais le mode promo on, entre guillemets, c'est que ben, l'avantage en travaillant avec nous, c'est qu'il n'y a pas ces centaines d'heures à mettre. Il n'y a pas de sueur à avoir. Il ne faut pas s'enfermer dans un chalet avec une bouteille de whisky à côté de nous pendant plusieurs mois, ne pas voir sa femme et ses enfants, et en espérant que la page blanche ne soit pas là. Parce que voilà, l'avantage, c'est qu'on propose aux entrepreneurs d'écrire l'ensemble. Mais, je ne sais plus les autres questions que tu avais posées, mais je dirais pour moi, voilà, c'est un peu la principale, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose, justement, on parlait des concurrents, qui me distingue des concurrents. Je ne parle pas dans ma manière de faire ma promotion, mais dans ma manière de présenter Pensez. ma transformation, dans ma manière de travailler avec les gens. Qu'est-ce qui me différencie? Qu'est-ce qui me distingue? Est-ce que j'ai déjà des résultats sur ça? Est-ce que j'ai
un parcours de vie que je suis prêt à partager. Ça répondait aussi à la première question. Il faut être prêt à partager son parcours de vie. Parce qu'il faut mettre quand même ses tripes sur la table dans un livre. Si on veut que le livre accroche, que les personnes apprennent à nous connaître, il faut être prêt à partager des choses qui sont peut-être personnelles, des choses qu'on a vécues, qu'on a ressenties durant notre enfance. Tout le monde n'est pas forcément prêt là, maintenant, à le faire. Et pourtant, c'est important. Donc ça, c'est un peu pour moi les deux éléments à garder à l'esprit. Une fois qu'on a ces deux éléments, ça peut être bien de réfléchir à le faire. Seul, oui, ça va être des centaines d'heures, ça c'est clair. J'ai un client qui a fait appel à nous pour son deuxième livre. Il m'a dit, mon deuxième livre, il est aussi important que mon premier. Le premier, j'ai voulu le faire moi-même. Ça m'a pris 1 an et demi pour le sortir. Il dit, je veux plus mettre 1 an et demi de sueur à sortir mon deuxième livre. Voilà. Et parce que oui, c'est du taf, hein, c'est clair. Est-ce que c'est plus difficile pour un introverti de justement sortir un livre, de mettre ses tripes, etc. Ou au contraire, le fait que ce soit écrit, ça rend libérateur et beaucoup plus simple? Euh, le fait de poser les choses par écrit, que ce soit seul ou par le biais de mécanismes par lesquels on travaille, c'est souvent assez facile. Euh, Ce qui va être quelquefois plus confrontant pour la personne, c'est quand pour la première fois, elle va relire les choses qui ont été mises. Parce que quelquefois, on dit des choses, on évoque des choses. Je parle surtout, par exemple, quand on est dans la partie biographie, et ça vient assez facilement. Même pour un introverti, hein, ça vient assez facilement. Euh, mais après, une fois que quelques semaines, quelques mois, ou quelques semaines après, reprend le manuscrit et qu'on relit, qu'on se dit waouh, je ne me rendais pas compte de tout ce que j'ai dit. Là, quelquefois, ça peut être confrontant. Et on peut se dire aïe, 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 est-ce que je suis vraiment prêt à partager ça? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un élément sur lequel il faut vraiment il faut être conscient que, bah oui, un livre, on va livrer une part de soi dans ce bouquin. Faut pas faire du trash à la BFM et voilà, mais il faut être honnête, il est important si on veut que le lecteur se connecte émotionnellement à nous et il est important de donner justement cette part de qui on est, de qui on a été, de notre parcours. Là, pour quelqu'un un peu introverti ou moi, quand j'étais petit, mes parents me disaient souvent, t'as peur de ton ombre. Pour une personne voilà, comme ça peut être quelquefois confrontant de relire les choses. C'est là où je disais que certains voient dans le livre une forme aussi de thérapie et quelque chose, une brique qui leur permet après d'avancer et de continuer sur leur chemin de vie. Une fois qu'on a un livre entre les mains et qu'on a assumé ses parts d'ombre, ou en tout cas le message qu'on voulait délivrer, comment on fait pour trouver des lecteurs? Alors, il y a plusieurs voies possibles. Nous, celle que l'on va généralement conseiller aux entrepreneurs, parce que de nouveau, il y a toujours cette optique business derrière le bouquin, c'est vraiment de passer par le mode auto-édition et donc de travailler vraiment avec un tunnel de vente traditionnel, c'est-à-dire vraiment une page de vente qui va donner envie aux personnes qui vont découvrir cette page de vente d'acheter le bouquin et puis d'envoyer d'une manière ou d'une autre du trafic vers cette page de vente. Ça peut être la publicité, ça peut être du trafic organique, ça peut après être une sorte de mouvement aussi qui va se créer derrière ce livre et qui va faire que naturellement, il y a des gens qui vont aller vers cette page. Mais ça, pour un entrepreneur, c'est souvent la façon la plus efficace parce que, il a un plein contrôle sur les ventes. Euh, et deux, toutes les personnes qui achètent ce livre deviennent un contact de qualité qu'il peut continuer à travailler. Euh, Après, il y a l'autre option, forcément, c'est de se dire, on va utiliser les plateformes d'auto-édition célèbres. Hein, je ne sais pas si on peut citer les marques, mais je suppose que oui, mais Bon, on style n'est pas sur Amazon, TF1, on peut y aller, hein. etc. Voire en faire une version audio. Ah oui, est-ce qu'on Ouais, pourrait ben se dire voilà, ou Amazon même va une le mettre en version audio et avant, taper ça il sur va y avoir Audible ou sur les Audible. autres choses. Excuse-moi, Oui, il y a un et lag. c'est vrai que
Oui, non, non. Et donc, oui, et c'est vrai que c'est une. Si on a un sujet de livre qui est un peu assez bien niché, qui parle d'une problématique que cette niche-là rencontre, ça peut avoir son succès. La seule chose, euh, c'est que là, bah oui, tous les acheteurs de bouquins via Amazon, etc., ce sont des parfaits inconnus pour nous. Et tant qu'ils ne passeront pas à l'action d'une manière ou d'une autre, on n'aura plus la possibilité d'entrer en contact avec eux. Et il y a forcément un troisième voie, c'est de se dire, ah ben moi j'ai mon manuscrit, c'est génial, maintenant je pars avec mon bâton de pèlerin et je vais contacter les maisons d'édition pour faire éditer mon livre et comme ça devenir le J.K. Rowling de l'entrepreneuriat. Et pourquoi pas, hein, et pourquoi pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Hein, il y a juste la solution qui correspond à l'objectif que j'ai avec ce bouquin. Si mon objectif, il est quand même commercial, et il n'y a pas de honte à ça, donc dans le sens, je veux que ce livre soit le porte-étendard de mon activité, il est préférable d'utiliser l'auto-édition en mode comme ça, page de vente. Ok. Si l'idée est plutôt de dire, moi, je veux que ce livre soit dans un maximum de librairies, que ce message soit diffusé à un maximum de personnes, et tant pis si derrière, ça ne me rapporte pas de clients, à ce moment-là, c'est vrai que la maison d'édition traditionnelle sera plus appropriée. Euh, euh, Deux questions en une. La première, depuis combien de temps tu fais cette activité? Et la deuxième question, est-ce que tu as l'exemple de l'impact que ça a pu avoir pour un de tes clients, le fait de sortir son livre? Qu'est-ce qui a changé avant et après la sortie de son livre? Ouais. Ben, la réponse à la première question va induire la réponse à la deuxième. Alors, le, je vais répondre comme un politicien. Euh, la, L'activité en tant que telle, vraiment de copywriting et d'écrire comme ça pour les entrepreneurs, ça c'est une activité moi que j'ai démarré en 2017. D'accord. L'activité purement livre, donc vraiment cette idée de dire on a envie de faire des bouquins, ça date de la réflexion a démarré début 2022, février-mars 2022, quelque chose comme ça. Et le temps de tout agencer et de lancer, on a commencé à communiquer sur cette offre à partir du mois de mai, du mois de juin. Et entre le mois de juin et fin octobre, ici on est début novembre, entre le mois de juin et fin octobre, on a 8 entrepreneurs qui ont décidé de nous faire confiance pour sortir leur livre. Ok. Pourquoi je disais que ça induit la réponse à la deuxième question, c'est que je peux te donner des exemples d'entrepreneurs qui ont sorti leur livre, mais pas via nous, et l'impact que ça a eu, mais Mhm. de nos clients à nous, pas encore. Parce qu'effectivement, C'est le récent. premier livre sur lequel ouais, le premier livre sur lequel on travaille, on a livré ici la V1 du manuscrit au client il y a une semaine et demie, 2 semaines. Donc là, il est en phase de relecture chez le client. Et donc celui-là, le premier, je pense, va sortir voilà, en comptant après le graphisme, le maquettage, etc., la partie promotionnelle. À mon avis, il va être prêt pour le courant du mois de décembre, mi-décembre, fin décembre, quelque chose comme ça. Euh, Maintenant, oui, on le sait. Alors, il y a alors soit par des études, hein, il y a des études qui ont été faites sur l'impact d'un livre au niveau du business et j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais il y a parmi ces études, voilà, c'était des entrepreneurs qui ont sorti leur livre, on leur a demandé, tiens, quel a été l'impact de ce livre sur leur business. La grande majorité, c'est plus de 80%, disaient que clairement, ça a eu un impact positif sur leur vente et sur leur chiffre d'affaires. Il y avait plus ou moins la moitié des personnes qui disaient qu'ils avaient même pu augmenter leur prix euh, par l'impact Parce que la valeur de leur perçue livre, était donc plus grande, ouais. voilà, de leur notoriété. Donc on en revient à cette notion de Ça ouvre peut-être les notoriété. médias, les conférences. Et, euh, et voilà, c'est très bien, tu lis dans les pensées. Et en plus, il y a ça, c'est que, et pour un entrepreneur digital, c'est vrai qu'actuellement, tous les entrepreneurs avec qui on travaille sont des entrepreneurs du web, comme on dit. Il y a quelquefois, enfin moi, je ne sais pas si c'est des choses que vous avez personnellement remarquées, mais euh, moi, j'ai déjà
je me suis déjà aperçu que beaucoup d'entrepreneurs du web qui sont des stars, entre guillemets, dans le web, des noms qui sont extrêmement connus quand on tourne autour du web. Enfin, voilà, on prend des personnes comme David Laroche, on prend des personnes comme Max Piccinini, ou je sais quelle autre personne, qu'on les aime pas, qu'on ait suivi leur programme, qu'on n'ait pas suivi leur programme, peu importe, on les connaît. On sait qui ils sont, on sait ce qu'ils font. Ils sont connus. Vous fermez votre ordinateur, vous allez dans un cercle d'affaires de personnes qui ne... Je parle pas de vieux, hein, je parle même des personnes de notre génération, mais qui ne sont pas dans ce milieu du web entrepreneuriat. Vous leur parlez de ces noms-là, tu pourrais leur parler de Pierre Dupont, ce serait pareil. Ils ne les connaissent pas. Et à partir du moment où on a un livre, ça donne aussi cette possibilité d'avoir une notoriété dans le monde réel, d'avoir une couverture médiatique sans devoir claquer 5 000 $ ou 10 000 $ pour être dans Forbes. Hein. Donc on parle une vraie présence médiatique parce qu'on est invité, parce on a sorti son bouquin, voire même d'avoir justement des conférences, etc. etc. Et ça, voilà, c'est aussi un impact qui peut être très intéressant pour un entrepreneur. Quelle place est-ce que tu donnes au storytelling lorsqu'il s'agit de confectionner un livre? Ah, mais le storytelling, il est fondamental. Alors, je dirais de manière générale dans tout le livre. Maintenant, forcément, quand on va être dans la partie biographie du client, le storytelling va avoir toute son importance parce que, bah, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, hein, mais d'une même histoire, je veux dire de l'histoire avec un grand H de l'entrepreneur, c'est-à-dire des faits, des choses, du déroulé de sa vie, de ce qu'il a connu, des événements qui ont jalonné son parcours de vie personnel ou professionnel, d'une même histoire, tu peux faire plusieurs petites histoires. Tu peux avoir un storytelling totalement différent. Et justement, l'angle d'approche que l'on va avoir dans le storytelling, la manière dont on va, alors pas détourner les propos, mais simplement les mettre justement en musique, les coucher sur papier, ben justement, ça va permettre d'amener le lecteur dans un certain état d'esprit, d'amener le lecteur tout simplement vers là où on souhaite l'amener. Et c'est pour ça que euh, la biographie que l'on va écrire de la personne doit vraiment desservir les propos du livre. La manière dont on va storyteller, on va dire, son histoire et tout ce qu'il nous aura raconté pendant les interviews doit vraiment desservir le propos du livre. Connaît tous qu'un Desservir dans le grand sens pouvoir livré, implique de comme grandes un bus, responsabilités. pas aller à l'encontre, on s'entend bien. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment dire comment l'histoire de l'entrepreneur, comment ce qu'il nous a livré, ce qu'il nous a partagé, comment son parcours de vie, comment on peut s'appuyer sur tout ça pour faire résonner encore plus, faire vibrer encore plus son message, l'opportunité qu'il est en mesure d'offrir à ses lecteurs et l'envie qu'il a d'aider un maximum de personnes. J'aurais peut-être une dernière question, à moins que tu en aies une, Christopher. Je te laisse la parole, Mary. C'est quoi les erreurs à éviter lorsqu'on écrit un livre? Euh, alors, je ne sais pas si c'est il n'y a pas de top 1, top 2 ou top 3. Hein, je l'ai dit comme elles me viennent comme ça à l'esprit et c'est certainement pas exhaustif. Mais la première qui me vient à l'esprit, en tout cas, c'est d'écrire le livre pour soi. Alors, je sais que ça peut paraître. On n'est pas sur un journal intime. Hmm. Le livre, on doit l'écrire pour le lecteur. Ça veut dire que, et nous, c'est un point quand on est en relecture interne, quand je discute avec mes autrices, parce que les personnes, il fait que les deux personnes qui bossent avec moi sont deux femmes pour cette partie-là. Chaque fois qu'on écrit quelque chose, on se pose la question, OK, ce que l'on vient d'écrire ici, est-ce que c'est utile au lecteur? Est-ce que ça va servir au lecteur? Ou est-ce que c'est, entre guillemets, uniquement pour, entre guillemets, peut-être servir l'ego de l'entrepreneur? Donc, la première question, c'est de se dire, OK, est-ce que j'écris bien ce livre pour mon lecteur?
Euh, Ça, c'est important. Et donc, l'erreur, ce serait de l'écrire juste pour soi. Parce que c'est pas, voilà, c'est pas le but. Dans la même veine, ben, ce serait d'écrire un livre sans avoir un objectif clair. C'est-à-dire, OK, pourquoi je veux écrire ce bouquin? Le bouquin n'est pas une fin en soi, c'est le maillon d'une chaîne. Donc, quel est l'objectif que je poursuis avec ce livre? Et être certain, de nouveau, que la manière dont je structure le bouquin, que les choses que je dis, que les choses que je ne dis pas, est-ce que ça coïncide bien avec l'objectif que je me suis fixé? Euh, et puis, je dirais que peut-être que la pire, bah, ce serait de ne pas terminer son livre, de rester simplement avec l'idée, de peut-être commencer à griffonner quelques pages, et puis d'abandonner l'idée et de ne pas aller jusqu'au bout, parce que c'est privé certainement énormément de lecteurs de quelque chose qui pourrait être très intéressant pour eux. Pour ma dernière question, qui rejoint un petit peu cette idée d'erreur, mais est-ce qu'il y a des fausses croyances par rapport à ça, que les gens se disent, ah, ça, j'aurais pas pensé que c'était comme ça, ou des choses que tu démontres au cours du parcours? Ouais, disons que nous, par rapport à notre spécificité, c'est vrai que enfin, la croyance que la plupart des personnes ont, c'est de se dire, ouais, mais écrire un livre, tu te rends pas compte, Olivier, c'est un travail gigantesque, ça demande du temps, ça demande de l'effort, et puis moi, je suis pas auteur, je suis pas écrivain, je sais pas structurer mes pensées, voilà. Ben oui, ça c'est vrai que pour ça, pour nous, on considère ça maintenant comme une fausse croyance parce qu'on a une solution pour tout ça et donc c'est plus un sujet de la part de la personne. L'autre croyance, c'est dire ouais, mais qu'est-ce que j'aurais d'intéressant à dire? Et souvent, on s'auto-juge, on s'auto-critique assez mal par rapport à ça, on s'auto-dévalorise. Alors que si tu discutes avec l'entourage de l'entrepreneur, la plupart vont dire, mais si, attends, t'es fou, rien que par ton parcours, rien que parce que tu as vécu, ça vaudrait la peine d'être mis dans un livre, parce que ça pourrait inspirer des gens. Et souvent, la personne, c'est parce que bah, on a tout ça, on se compare souvent par rapport aux gens qui sont au-dessus de nous, à des gens qui ont fait plus que nous, à des gens qui ont réussi mieux que nous, etc., etc., etc. On oublie qu'il y a des gens qui rêvent d'avoir notre vie, ou qui rêvent d'avoir notre parcours, ou qui rêvent d'avoir réussi ce que nous, on a réussi à faire, Juste même notre si nous, regard. on considère... Pardon? Je disais, qui rêvent d'avoir notre parcours, notre vie, etc. Ou alors, ne serait-ce que notre regard, notre point de vue sur un sujet. Exactement. Et donc, se dire, ouais, mais qu'est-ce que je pourrais raconter d'intéressant? Ben non. Je veux dire, à partir du moment où les deux conditions que j'évoquais tout à l'heure sont réunies, c'est-à-dire, bah, oui, où on a quand même déjà fait montre entre guillemets, de certains résultats et qu'on est prêt à se livrer de façon authentique, clairement, il y a de quoi faire un livre intéressant. Donc ça, c'est un peu les deux croyances. En tout cas, moi, en appel avec des clients, ce sont deux choses qui reviennent assez souvent. Génial. Merci pour ce partage, Olivier. Si tu es partant, on peut ponctuer cette interview avec un petit jeu de questions sur un portrait chinois. Ça te tente? Allez, allons-y. La première question pour toi, Olivier, c'est si tu étais un animal. Un chat. Ok. Ok. Voilà, un chat, certain. Donc pour les questions, soit tu donnes juste la réponse si tu as envie de détailler, sans toi libre. Ah ben De... oui, alors le chat, c'est très simple, c'est son côté... j'aime bien la sérénité, moi, qui se dégage d'un chat. Ce côté, pour moi, je trouve qu'il y a pas plus, euh, il n'y a pas d'autres animaux pour moi qui sont plus dans l'instant présent qu'un chat. En tout cas, pour moi, c'est ce que ça représente. Quand on voit un chat, on se dit, en fait, finalement, peu importe ce qui se passe autour de lui,
peu importe ce qu'il a, ce qu'il n'a pas, il est dans l'instant présent, il vit simplement l'instant présent et il le vit, je trouve, de façon sereine. Voilà. J'aime bien cette image-là, en tout cas, du chat, donc je suis assez admiratif de cet animal. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu que si les chats venaient nous emmerder à se poser sur notre clavier d'ordinateur, c'était pour nous imiter et faire comme nous à taper sur les touches. Je sais pas si c'est vrai, mais je trouvais ça drôle. Ah ouais, bah, Et dans un autre registre, est-ce que écoute, tu as lu le ce livre sera à vérifier. ouais. Par Est-ce l'objet que tu d'un as lu le livre chapitre. Penser et agir comme un chat? Ah non, 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 non. Je l'ai pas Ah lu, bah mais je écoute, trouvais que c'était, d'un tu point de vue marketing, assez sympa et il a rencontré son petit succès. Je le lirai par curiosité. Donc voilà. Ah bah écoute, merci pour le tip, j'irai découvrir ça aussi. Si ça peut te donner des idées pour des clients, on sait jamais. Deuxième Yeah. question, si tu étais un objet du quotidien, sauf un livre, lequel serais-tu? Un objet du quotidien, sauf... Oh là là, un objet du quotidien, sauf un livre. Oh, une chaise pour qu'on puisse se reposer sur moi. Voilà. Belle métaphore. Si tu étais un film, Alors, ben, je vais rendre hommage à la Belgique. Et si j'étais un film, je dirais le Tout Nouveau Testament. Le Tout Nouveau Testament, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là. Si pas, je vous le conseille alors vraiment. j'ai même pas vu l'ancien, donc Alors, bon, ben voilà. Mais le Tout Nouveau Testament, si j'ai juste quelques secondes pour faire le pitch, parce que ça vaut vraiment le coup comme film, pardon. Euh, c'est Benoît Poelvoort qui joue dedans. J'ai oublié le nom du réalisateur, c'est un réalisateur belge, mais j'ai oublié son nom. Mais l'acteur principal, c'est Benoît Poelvoort. on adore. Et bon, déjà, Benoît Poelvoort et film belge, on se doute bien qu'il y a beaucoup de surréalisme dans ce film, et c'est le cas. En fait, le pitch, c'est que Dieu existe, il est vivant et il vit à Bruxelles. Et en fait, dans ce film, Dieu est joué par Benoît Poelvoort. Et effectivement, Benoît Poelvoort, il vit un appartement au premier, au deuxième étage d'un immeuble un petit peu miteux sur Bruxelles. Et il vit avec sa femme et sa fille. Bon, son fils, on sait tous ce qu'il est devenu. Hein. Il est au Et dans le mur. film, voilà, Benoît Poulvord, Dieu est vraiment odieux. Enfin, c'est un mec un peu pitoyable, limite un petit peu alcoolique sur les bords, qui passe sa journée à engueuler sa femme, sa fille, à boire des bières. Et sa distraction, c'est qu'il a une pièce, une grande Avec pièce un vide, ordi. son bureau, dans lequel il y a juste un ordinateur. Et avec cet ordinateur, il s'amuse avec nous, en fait. Nous, les humains, ces sujets, voilà. Il nous fait faire un petit peu ce qu'il veut. Il nous fait. Voilà. Et un jour, sa fille, en fait, pour se venger un peu de ce père qui est exécrable avec elle, elle profite qu'il est en train de se pochetronner dans le divan pour entrer dans la pièce et elle balance un SMS à toute la planète, à toutes les personnes de la planète. Tout le monde reçoit au même moment un SMS dans lequel ils ont en fait un décompte du moment précis où ils vont mourir. Donc il y a des Mmh. personnes qui reçoivent, ben, vous allez mourir dans 15 secondes, et 15 secondes après, elles reçoivent une armoire sur le coin de leur tronche. Il y en a, ils vont recevoir un message disant, ben, il vous reste encore 2 jours, 10 heures, 15 minutes et 38 secondes. Voilà. Et alors, passé ce côté un peu absurde, on se retrouve après avec des personnes qui, elles, ont reçu des SMS en disant, ben voilà, il vous reste 6 mois et quelque chose à vivre, il vous reste 2 ans et quelque chose à vivre. Et le reste du film, en fait, pose cette question-là, c'est de se dire, mais tiens, on sait tous qu'on va mourir un jour. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas quand, et donc on fait comme si ça n'arriverait jamais. Et la question, c'est de se dire, mais tiens, si maintenant j'avais la certitude scientifique qu'il ne me reste plus que 6 mois à vivre, que je sais précisément quand je vais mourir, quelle sera ma vie à partir de maintenant? Quels vont être mes choix? Est-ce que je vais continuer à faire ce que je fais maintenant ou est-ce que je vais complètement changer? Et si maintenant, ce n'est pas dans 6 mois, mais que c'est dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 5 ans, à quel point ça va impacter ma vie?
Et je trouvais que ce film-là était vraiment très intéressant parce que ça le reflet de beaucoup de questions. Alors, c'est pas être dans du noir ou des pensées négatives, mais c'est de se dire, si j'avais la certitude que dans ma vie s'arrête dans 6 mois, est-ce qu'à partir de maintenant, je continuerai à avoir exactement la même vie ou est-ce que je ferai des choix radicaux? Et si c'est le cas, si je ferai des changements radicaux dans ma vie, mais pourquoi je continue à me faire chier avec la vie que j'ai jusqu'à maintenant? Voilà, c'était pour l'autre minute philosophique de l'interview. Je crois que ce film est sur Netflix, réalisé par J'espère. Jaco van der Mel. Oh, t'as l'air sûr. Voilà, merci, Jaco van der Mal. Ouais. C'est top parce que là, tu nous as tellement bien Il pitché est qu'on a vraiment top, envie d'aller le voilà. voir. Génial. Ah, C'est- il est c'est- J'adore. c'est- franchement, il est à voir. je l'ai vu il y a pas longtemps et c'est vrai qu'il, oh, ouais, avec Boulevard en tant que Dieu, ouais, Trop ouais, cool. c'est En à plus de voir. ça, j'adore cette Ah, ça. thématique de quand est-ce qu'on va mourir, etc. Je trouve ça en fait assez inspirant, hein, pour les raisons que tu as décrites. Et j'aime bien l'histoire de la boîte de Pandore. Tu sais, rapidement, la boîte de Pandore, dans la mythologie, c'était la boîte qui renfermait tous les maux de l'humanité. Et un jour, il y a une connasse qui a ouvert la boîte de Pandore. Et du coup, tous les maux sont répartis sur Terre. Donc, la famine, la guerre, toutes les atrocités qu'on connaît. Et ils ont réussi à refermer la boîte de Pandore juste à temps, au dernier moment, pour ne laisser qu'un seul mal dans cette boîte. Et le mal qui ne s'est pas échappé sur la planète, c'est le fait de connaître l'heure à laquelle on va mourir. C'est le seul mal dont l'humanité ne souffre pas. On ne sait pas quand on va mourir, et tant mieux. Et donc, c'est de là que ça vient. Je trouve ça assez drôle. Yes, Voilà. effectivement. Le décalage me fait très mal. Question suivante. Euh, Si tu étais un livre, c'est ton moment. Ouais, oh là là. Oh purée, L'Ancien ça c'est Testament? compliqué. Ah non, 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 ça pour le coup, non. Si j'étais un livre, ah purée. Je ne sais Euh, pas, je ne lis pas de livres. J'en Non, écris pour alors mes c'est ça le clients, mais problème, c'est que ouais, j'en ai tellement que si j'étais un livre, c'est Martine à la plage? oh, non, j'aurais alors j'aurais étrangement, oui, j'aurais envie de ne pas donner de livre. En fait, c'est ça. Moi, je ne vais pas donner de livre business ou dev perso, ce genre de choses, parce que c'est compliqué. Euh, le Petit Prince. Ok, je crois qu'on l'a déjà eu dans le podcast. Ça te dit quelque chose, Chris, non? Le Petit Ouais, Prince. Ouais. Il me semble ça bien, m'est hein. Ah familier. ouais. Parce que, ouais, voilà, parce que je trouve que c'est. Alors, déjà, parce que, voilà, bah, pour l'auteur, Saint-Exupéry, alors en plus, il était aviateur, et moi je suis fan d'aviation, Hmm. donc voilà, j'aime bien ce côté. Si Saint-Exupéry était vivant maintenant, on lui mettrait certainement la casquette de multipotentiel sur la tête, ou de zèbre, ou que HPI. sais-je d'autre. Ouais, parce que voilà, il avait ce côté où voilà, où il faisait énormément de choses qui, entre guillemets, n'avaient rien à voir les unes avec les autres, hein, mais bon, voilà. Et puis, euh, et puis, je trouve que l'histoire voilà, est simplement touchante. Je pense que ça ramène à beaucoup aussi d'émotions, soit quand nous on l'a lu petit, ou alors quand moi, la dernière émotion, c'est quand je l'ai lu justement à mon fils. Voilà, ça rappelle ce genre de. Donc, Hmm. ouais, je dirais Le Petit Prince. Super. Pour les questions suivantes, je te propose qu'on y aille davantage dans le tac au tac. Si tu étais un plat, Yes. Oh là là, un plat. Un millefeuille. De... non, un plat de Bruxelles. Non, un simple plat de spaghetti à l'ail, voilà. Très simple, très efficace, On prend. très facile à préparer. Si tu étais une célébrité, vivante ou pas, Ouais, donc
réelle ou fictive, tu veux dire, ou alors vraiment Ouais, réelle, mais pas forcément vivante, quoi. Yes. Ça peut être Mickey. Euh, je pensais exactement à Mickey. Non, alors si c'est une célébrité, on va dire fictive, donc un personnage fictif, là, naturellement, j'aurais envie de te dire Dr House. Ok. Hmm. Euh, euh, j'aime bien j'aime bien le personnage. Ouais, je suis vraiment fan du personnage. Ouais, Et bien voilà. Donc si justement, ça si tu marche, étais un Dr gros House. mot, Ah, c'est une combinaison, je dirais putain, fait chier, quoi. La double. Ouais, Si tu étais un jeu vidéo, la double, putain, fait chier. Ou alors, putain, ça c'est une colle, parce que moi, les jeux vidéo, je crois que le dernier jeu vidéo que j'ai joué, c'était Mortal Kombat sur je sais plus quelle console à l'époque, hein. J'avais 16 ans, donc ça date. Putain, un jeu vidéo. Euh, Ouais, non, allez, le Snake sur les vieux Nokia 3310, là. Ouais, si tu ouais, étais une ça. émotion, Oh, le plaisir. Ou la joie, c'est peut-être plus une émotion que le plaisir. La joie. et pour conclure, si tu étais un commentaire sous ce podcast de quelqu'un qui nous découvrirait, en tout cas qui découvrirait cette interview. Ah, ben. Euh, merci de m'avoir insufflé cette envie de raconter mon histoire et mon parcours dans un livre. j'adhère. Top. On a sauté une question quand même et la réponse me tient à cœur. Si tu étais un super pouvoir, Euh, oh, lire dans les pensées. Je sais pas si ça porte un nom exact, hein, ce super pouvoir, mais ouais, de pouvoir lire dans lire, les pensées des lire gens. dans les pensées comme dans mon roman Hypercube où le protagoniste lit dans les pensées des gens et va traquer un criminel en ville. Je crois que c'est ça dont tu parles. Alors, écoute, Contre-promo. t'as C'est vu, comme le t'as même contre pas Uno, mais prévu pour la ça. promo de livre. Putain, c'était du. Oh, ça n'a même pas été préparé, ce truc, c'est fou. Ouais, non, mais lire dans les pensées, mais ouais, parce que ouais, dans cette idée bienveillante que parfois on est dans des situations où on se retrouve avec des gens qu'on aime, qu'on apprécie, et pour raison X ou Y, les personnes n'osent pas nous dire exactement tout ce qu'ils ont vraiment dans leur tête ou dans leur cœur, même s'il y a des choses qui les chagrinent, et que parfois pouvoir le savoir pourrait peut-être nous aider à voilà, encore être plus dans la bienveillance vis-à-vis d'elle. Et ça tombe bien parce que le fait d'écrire son propre livre, ça permet d'une façon comme une autre de pouvoir lire dans les pensées de l'auteur. Tout comme être copywriter, c'est se mettre dans les pensées de son avatar client. Exactement. Donc, on y est, on y est. C'était le mot de la fin. Merci Olivier de nous avoir consacré ce temps-là et d'avoir partagé avec nous non seulement ta passion, mais aussi ta vocation. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus sur toi ou ton travail? Alors, il y a le plus simple, c'est le lien. Alors, c'est tout simplement, si on va sur Impact, donc avec le chiffre 1 et donc impact-communication.com, ça amène vers le Linktree qui donne les liens principaux qui sont actuellement. Je communique beaucoup via Facebook essentiellement, mais voilà, on a aussi les liens pour me contacter directement, découvrir des petites vidéos, etc., etc. Génial. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Évidemment, c'était Olivier Renochat avec nous aujourd'hui pour cet épisode. Bien sûr, connectez-vous jeudi matin prochain, jeudi 10h, on recevra un nouvel invité sur ce podcast. Vous ne serez pas déçus. Et si vous avez manqué les précédentes interviews, et bien sûr, allez les voir parce que ça ne manque pas de
piment. Merci pour votre écoute. Merci Olivier d'être venu et je vous dis à tous à très vite. Ciao, ciao tout le monde.